bonsoir à tous. Et donc on va essayer pendant l'heure et demie de cette conférence à la fois de vous présenter justement certains éléments qui me semblent très importants sur ces données récentes, vous montrer comment on explore cet inconscient cognitif pour le démystifier un petit peu, et pendant la demi-heure, je crois, de questions ou de conférences, de discussions qu'on pourra avoir, on pourra aborder d'autres points, ceux qui vous posent peut-être question, et puis aussi peut-être certaines digressions que je me réserverai peut-être le plaisir de faire à ce moment-là. Alors d'abord, juste pour introduire quel est mon point de vue, donc comme Anne Grange venait de le dire, moi je suis neurologue et je suis chercheur en neurosciences cognitives. Je travaille avec des collègues comme Stanislas Dehaene, comme Sid Quider, qui est un ami que je connais bien aussi, et juste comme point d'entrée, on pourrait dire la chose suivante. Pourquoi on peut s'intéresser à étudier l'inconscient en neurosciences? Il y a évidemment de multiples raisons, théoriques, pratiques, etc. Le point de vue dans lequel moi je me situe, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est que ce qui est vraiment l'objet de mes recherches, c'est de comprendre, en tout cas de participer à l'exploration des mécanismes qui président à la conscience. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un système biologique qui a une histoire propre, qui est socialisé, qui a une histoire culturelle, qu'est-ce qui fait qu'il est capable d'être conscient, d'accéder à la conscience? Et une façon de s'intéresser de manière scientifique à ce questionnement sur la conscience consiste à essayer de mettre au point des situations de traitement cognitif non conscientes, donc d'explorer un aspect non conscient de la cognition. L'idée de fond étant que si on peut en permanence comparer ce qui se passe dans un cerveau et dans un esprit lorsqu'il traite une information consciemment et lorsqu'il la traite de manière non consciente, alors cette comparaison va nous permettre presque par soustraction d'isoler, entre guillemets, le propre de la conscience, de comprendre ce qui est vraiment la signature qu'on pourrait appeler neurophysiologique, la signature d'activité cérébrale, qui permet de comprendre ce que c'est que la conscience et comment la conscience s'inscrit dans l'activité du cerveau. Ça, c'est le point de départ, qui peut être erroné, etc. Mais je vous donne la position à partir de laquelle je me situe depuis plusieurs années. Cette question-là de la conscience, vous imaginez bien qu'elle elle peut être attrayante pour de multiples raisons. Rapidement, quelques raisons importantes. D'abord, une raison purement de curiosité scientifique, participer à l'exploration de phénomènes mentaux qu'on pensait pendant très longtemps ne pas pouvoir être étudiés par la méthode scientifique objectivante, etc. Deuxièmement, un intérêt culturel, de pouvoir décrire ensuite, comparer la description que nous, on peut fournir aujourd'hui de cet inconscient avec les différentes théories philosophiques de la conscience, avec les théories psychologiques de la conscience, avec des théories analytiques, psychanalytiques par exemple, et voir là où il y a des points de discussion, de convergence, de divergence, voire éventuellement de malentendus. Et puis l'autre aspect, en dehors donc de cet aspect, on va dire, pas seulement spéculatif, mais vraiment tiré par un goût pour la théorie de la connaissance en général, c'est un aspect même médical, pratique. Et j'essaierai de finir sur ma dernière diapo, on pourra en discuter si vous voulez, de vous montrer les applications. Mais juste d'un mot, si on arrive à faire relativement bien notre travail, c'est-à-dire si nous arrivons à isoler dans l'activité d'un cerveau ce qui correspond, ce qui indexe, ce qui signe la conscience, alors ça veut dire que ensuite, en observant simplement l'activité d'un cerveau qui pense, on devrait être capable, sans interroger le sujet, de savoir si cette pensée est consciente ou pas. Et il s'avère qu'en médecine, comme vous le savez, il y a des situations assez dramatiques dans lesquelles cette question est une question de vie ou de mort, une question urgente. Des patients, par exemple, qui sont en réanimation, on ne sait pas s'ils sont dans le coma, s'ils sont dans un état végétatif, s'ils sont paralysés ou pas, et donc d'arriver à diagnostiquer la conscience, par exemple. Alors on est loin de savoir faire ça de manière parfaite, évidemment, mais il y a quand même des avancées extrêmement importantes qui seraient utiles de vous communiquer. Alors voilà comment je m'intéresse à l'inconscient neuronal, guidé par, on va dire, cette quête de la conscience un petit peu. Alors rapidement peut-être, comment est-ce qu'on fonctionne? L'intérêt de cette présentation, c'est aussi de vous donner à voir comment est-ce qu'on fonctionne. Voilà, que vous ayez une idée du mode de fonctionnement de la recherche dans ce domaine qui est frontière entre la recherche chez le sujet sain, c'est-à-dire qui n'a pas de lésion cérébrale, et chez le patient neuropsychologique. Eh bien, le premier partenaire, on peut dire que c'est un ménage à trois qui fonctionne assez bien. Le premier partenaire étant la neuropsychologie clinique, c'est-à-dire l'étude des hommes et des femmes qui ont des lésions cérébrales et qui, suite à une lésion cérébrale, ont des perturbations de la vie mentale, différentes dimensions de la vie mentale. Et là, simplement, c'est un vrai cerveau, c'est la photo. Vous avez sans doute entendu parler de Broca. Broca, qui était en fait un chirurgien français, qui a posé un peu les jalons de la neuropsychologie contemporaine en étudiant un malade qui avait perdu l'usage du langage articulé, le patient M. Leborgne. Et ça, c'est le cerveau de M. Leborgne qui avait une lésion là où je pointe mon laser, là, dans une région qui est devenue la région éponyme, l'aire de Broca, l'aire du langage articulé, pour faire vite, la naissance de la neuropsychologie. Il y a eu depuis ça, évidemment, tout un développement de cette discipline. Ce que je voudrais dire simplement en un mot sur cette dimension, c'est que parfois, dans le grand public, ou dans le public même plus cultivé, il y a cette idée que peut-être que la neuropsychologie clinique
c'était une période extrêmement importante, mais une période qui est dépassée. Une période qui est dépassée parce qu'aujourd'hui, avec l'imagerie cérébrale fonctionnelle et d'autres outils, nous avons les moyens, non pas d'attendre qu'un patient soit mort et de voir où se trouve sa lésion, mais de voir un cerveau penser en temps réel, et donc peut-être qu'on n'a plus besoin de la neuropsychologie. Alors ce que je voudrais dire, alors évidemment, c'est pas une parole totalement sans point d'observation, mais en tant que neurologue également, je dois signaler simplement que même encore en 2009, l'étude et l'observation subtile des malades neuropsychologiques, des malades qui ont des lésions cérébrales, reste non seulement un domaine important, mais reste un domaine fondamental. La plupart des grandes découvertes, des grandes intuitions scientifiques dans notre domaine provient de l'observation des malades, des hommes et des femmes. Et il y a même dans cet aspect-là donc presque une essence un peu vraiment humaniste, c'est-à-dire que vous avez des patients qui sont affectés dans leur existence par ces lésions cérébrales, qui très souvent ont une envie très forte de se livrer à la recherche, de pouvoir participer à ces... Et puis grâce à eux, vous découvrez non seulement des phénomènes qui sont vrais chez eux, mais vous les trouvez chez eux de manière caricaturale, donc vous ne pouvez pas les louper. Et ensuite, vous vous rendez compte qu'en fait, ces mêmes principes que vous n'auriez pas eu l'idée d'inventer tout seul, ils gouvernent également les principes de la cognition du sujet sain, du sujet qui n'a pas ces lésions. Donc dans cet aller-retour entre les patients et les sujets sains que nous sommes pour l'instant, il y a quelque chose de très important dans notre discipline, et j'essaierai de l'illustrer par des exemples. Deuxièmement, c'est l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc, je vais vous donner des exemples de ça. On pourra en discuter tout à l'heure. Mais en gros, on a des méthodes qui sont évidemment imparfaites, qui ont des limites. Il faut bien connaître ces méthodes-là, qui nous permettent, avec une précision temporelle et spatiale variable, suivant les méthodes, de voir ce qui se passe dans un cerveau, quelles sont les régions qui se mettent à fonctionner ou à fonctionner plus ou plus ou moins en communication les unes avec les autres, lors d'une tâche donnée. Et puis, troisième partenaire de cette recherche, c'est ce qu'on peut appeler la psychologie cognitive. Donc vous avez sans doute vu et entendu que maintenant on parle souvent de sciences cognitives, de psychologie cognitive, d'inconscient cognitif, etc. En dehors de l'aspect jeu de mots ou de l'aspect de mode, de jeu de langage ou de mode, il y a vraiment ici cet usage du terme cognitif. Il signifie quelque chose pour nous d'assez important en fait. Vous savez qu'en science, on peut décrire la vie mentale avec plusieurs métaphores. Donc en science, on construit des modèles du réel. Ces modèles ne sont pas la réalité, ce sont des modèles, des représentations. Eh bien, pour penser la vie mentale, nous avons utilisé, quand je dis nous, c'est l'humanité, nous avons utilisé plusieurs métaphores pour penser la vie mentale. Et parmi les métaphores qui ont le mieux fonctionné, qui sont les plus célèbres, il y a par exemple la métaphore réflexe. Une fois qu'on découvre au XIXe siècle la notion de réflexe, de schéma réflexe, d'arc réflexe, que la théorie du neurone se développe, on comprend qu'on peut, à l'aide de réflexes de plus en plus compliqués, rendre compte de beaucoup de comportements. On a utilisé des métaphores thermodynamiques, de tension, d'énergie, de circulation énergétique, etc. Eh bien, la psychologie cognitive, c'est un mouvement, c'est une métaphore de la vie mentale dans laquelle nous sommes encore très plongés, qui a ses limites, mais qui a une fécondité incroyable, qui est apparue dans les années 50 dans des campus, on veut dire initialement de la côte est des États-Unis, qui consiste à faire le pari suivant. Et si on décidait de décrire l'ensemble des processus mentaux, qu'ils soient amnésiques, perceptifs, émotionnels, etc., si on décidait de décrire l'ensemble de ces processus comme du traitement de l'information, de dire qu'en fait la pensée, ce n'est rien d'autre qu'un traitement d'information, que le cerveau est un système qui traite de l'information, mais évidemment qu'il la traite avec sa complexité, avec sa spécialisation, avec l'ensemble de ces processus. Et si vous prenez ça au sérieux, cette idée de la métaphore informationnelle, alors vous utilisez les outils de la quantification de l'information, ce que les physiciens statisticiens ont fait depuis longtemps, vous utilisez les schémas de traitement d'information, et vous pouvez décrire une opération mentale en des termes informationnels. Et c'est ça ce qu'on appelle les sciences cognitives. Et très clairement, c'est un domaine, on pourra en discuter, mais extrêmement utile encore, qui a ses limites, mais extrêmement utile. Alors, il nous faut une définition, parce que la conscience et l'inconscient encore plus sont sujets à des polysémies incroyables, qui peuvent sinon amener des malentendus. Alors, pour la conscience, en réalité, c'est assez clair, c'est assez unique, le critère qu'on va utiliser. On va utiliser la notion de rapportabilité, c'est un néologisme, ou plutôt de rapport mental conscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous percevez, on prend le domaine de la perception, quand vous percevez un objet, par exemple, je vous présente ce verre, eh bien, quand vous le percevez consciemment, il se passe une propriété mentale qui est associée systématiquement à la conscience, c'est que lorsque nous avons conscience d'une représentation mentale, nous sommes capables de nous la rapporter à nous-mêmes ou à autrui. Non seulement je perçois le verre, mais je peux rapporter que je suis en train de percevoir ce verre. Et c'est ça ce qu'on appelle le rapport conscient. Autrement dit, quand un sujet est capable de nous rapporter un état mental, on va considérer qu'il a conscience de cet état mental. Si par contre on peut mettre au point une situation dans laquelle